aussi merci à tous ceux qui sont en Zoom, certains, je sais, assez loin de Lyon. Voilà, donc nous venons de tenir notre assemblée générale juste avant du réseau Vie. Voilà, sachez qu'on a fait un exercice tout à fait correct. Je me permets de redire que notre association ne vit que de dons. Et comme vous le voyez dans nos lettres hebdomadaires, on porte de plus en plus de projets. Je ne vais pas les réénumérer là maintenant. Voilà, c'était simplement, sachez que si à un moment ou à un autre vous souhaitez faire des dons, c'est avec plaisir que nous les recevons chez le réseau Vie. Je vais tout de suite laisser la parole, parce qu'on aime bien tenir les horaires au réseau Vie sur les conférences, à Alain Fumé qui s'est occupé de toute l'organisation de la conférence pour présenter le docteur Pisocher. Voilà, vous m'excuserez pour les notes, voilà, j'ai pas tout appris par cœur. Donc, Pascal Pissochet, qu'on a eu le plaisir de rencontrer tout à l'heure, est médecin depuis 1987 et s'est intéressé assez rapidement aux addictions, en particulier autour de la médecine comportementale. Elle s'oriente plus franchement à partir de 2011 vers la pratique hospitalière tournée vers les addictions. Elle complète sa formation universitaire par une approche théologique au sein de l'Institut Jean-Paul II et se forme en parallèle aux méthodes de régulation naturelle de la fertilité, notamment en lien avec le clerc que beaucoup connaissent. Son expérience de praticienne, éclairée par l'approche chrétienne, en fait un témoin privilégié des addictions diverses, dont celle liée à la perte, volontaire ou non, d'un enfant in utero. Elle en a tiré un livre qu'on pourra découvrir tout à l'heure, Maternité blessée, guérison et renaissance du lien mère-enfant après un avortement. Ils n'entendent pas, c'est ça? Ils n'entendent rien du tout. On avait eu ce problème. Donc, je suis désolé pour ceux qui sont en ligne, les joies de la communication électronique. Tout le monde sait que l'électronique et surtout la communication sont des choses extrêmement fiables, sauf assez régulièrement. Voilà. Est-ce qu'ils entendent là? Donc là, ceux qui entendent peut-être peuvent lever la main. Non, dans la salle, vous ne comptez pas. Voilà. Est-ce que ça peut se... Est-ce qu'on résout le problème? Est-ce qu'ils entendent? C'est le micro, voyons, d'habitude ça fonctionne. Est-ce qu'ils ont branché le son sur leur ordinateur? Oui, c'est ça le... C'est ça le Non, mais l'entrée... Elle est bonne? Donc, voilà. j'ai fait plusieurs effets. J'ai plusieurs fois. Je vais relancer toute la ligne. Ça, c'est le haut-parleur, c'est la sortie. C'est pas les gens vont parler. Ça, c'est le micro. Ça, c'est le micro, c'est l'entrée. Ça, c'est la sortie. Bon, à plusieurs, on va y arriver. Si. Donc, désolé pour ceux qui sont loin, ils n'entendent pas. Non, pas que je peux pas. Ouais, je pense que je vais parce que je peux pas. Mais dans ces cas-là, les gens peuvent se reconnecter facilement. Par contre, j'ai coupé, on va passer, je sais pas. On va passer maintenant. Vous êtes à quel endroit? Ici, là, avec vous. Et habituellement, pour Je suis très ici maintenant, vous savez. exercer Je travaille à Nancy. J'ai travaillé pendant plus de 20 ans au CHU de Nancy, libéral, et je travaille depuis 2011 maintenant en psychiatrie, au département d'addictologie. Mais je fais de l'addictologie depuis 1990 en fait. Et je travaille également sur tout le Grand Est pour Association Addiction France, donc Dexapa, des centres d'accueil de toxicomanes, d'alcooliques, toutes sortes d'addictions. Donc mon bataille, ce sont les addictions à la base. Puis voilà, c'était à peu près juste, il y a quelques petites nuances. Voilà.
Mais vous inquiétez pas, je suis tranquille. Hein, c'est pas... Vous allez en parler un petit peu, non pas du tout. De quoi? Les addictions. Oui. C'est pas le thème Oui, aussi. non, c'est pas le thème initial, mais nombreuses sont les femmes qui peuvent empêcher basculer dans les addictions. C'est quoi l'audio de l'ordinateur que je... Notamment celui-ci. Si, c'est ça. Recording in progress. On avance. Voilà. Il faut faire le test maintenant. Voilà. Donc, alors maintenant, on a fait... Attends, les gens ne sont pas encore entrés. Ouais. Bon, c'est bon, on peut aller. On peut commencer un test là. Voilà, voilà. Donc ceux qui entendent, lèvent la main juste pour qu'on a fait la C'est manipulation. bon, regarde, tu vois, il y en a une qui lève la main. Bon, bah, écoutez, c'est très gentil. Merci On va savoir. Voilà. Donc c'était une petite manipulation à faire et qu'on n'a pas fait. Voilà, ça vient. Donc je ne sais pas si je reprends la présentation, donc ça permettra de reprendre. Donc excusez-nous pour les petits détails techniques. On est toujours à la merci de cette électronique dont on nous vante la fiabilité. Pascal Pissochet est médecin depuis 1987 et a commencé à s'intéresser à l'addictologie à partir des années 90. Elle s'oriente à partir de 2011 vers la pratique hospitalière, tournée toujours vers les addictions. Et elle complète sa formation universitaire par une approche théologique au sein de l'Institut Jean-Paul II. Elle se forme en parallèle aux techniques, aux méthodes de régulation naturelle de la fertilité, notamment en lien avec le clair que beaucoup de ceux qui nous écoutent connaissent. Son expérience de praticienne, qui est éclairée par l'approche chrétienne, en fait un témoin privilégié des addictions diverses. C'est un témoin d'ailleurs assez éprouvé, on en a parlé tout à l'heure, dont celle liée à la perte volontaire ou non d'un enfant in utero. Elle en a tiré un livre dont on conseille vivement à nos auditeurs, qui s'appelle Maternité blessée, guérison et renaissance du lien mère-enfant après un avortement. Donc je vais me permettre, voilà, tout à fait, ce sera parfait. Donc si vous le voyez... Il faut retenir le livre. Non. Voilà, Non. Non, c'est l'image est inversée. Donc vous êtes prié de lire à l'envers. Voilà. C'est le miroir. Oui, Le retourner. Alors, ensuite, certains la connaissent peut-être aussi comme animatrice d'une émission radio. Elle anime sur Radio Maria le samedi, je crois que c'est le 3e samedi de chaque mois, une émission qui s'appelle Maternité blessée. Et vous aurez l'occasion, quand vous irez les voir, et vous pouvez les écouter en podcast, vous pourrez entendre des témoignages et les actions, diverses actions associatives. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose de marquant? Non, c'est très bien, c'est parfait. Toute petite remarque, en fait, en matière d'addictologie, je travaille en addictologie depuis 1990 et 2011, en fait, c'est mon entrée dans un centre de psychiatrie au département d'addictologie. Mais je pratique l'addictologie régulièrement depuis 1990. Et pour le reste, je vous dirai ça. Est-ce qu'on laisse le micro? Oui. Je me sens... Oui, je On a un Ah pied. c'est indispensable pour les gens qui sont par Zoom. Allez. Je suis obligée de le tenir. Donc, on va faire avec. Donc vous me dites quand est-ce que je peux commencer. C'est bon? Alors je commence immédiatement. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes les personnes qui nous visionnent par Zoom. Veuillez nous excuser pour ce désagrément. Les problèmes techniques ont été rapidement résolus. On aurait pu très bien ne pas se rencontrer via cette méthode de conférence. Voilà, donc je remercie Réseau Vie de m'avoir convié à
parler d'un sujet qui me tient à cœur. Donc merci Patrick Récipon, merci à tous ces collaborateurs, Alain pour votre présence et tous les autres. Merci d'être venus m'écouter. Donc j'ai la joie. Il y a quelqu'un qui n'entend pas, j'entends. Les autres entendent, donc la personne qui n'entend pas, qu'elle augmente son son, parce que tout le monde entend. Voilà, donc si... il faudrait qu'elle coupe son son, que toutes les personnes qui nous écoutent coupent leur son. Tu as la possibilité. Coupez vos micros. Désactiver tous les sons. Parce qu'en fait, on va plus entendre les écoutants que ceux qui parlent. J'entends pas. Mais nous, on vous entend. Tu as désactivé tous les sons. Ouais. Et puis peut-être envoyer un message. Oui, j'entends pas. Oh, c'est bête. Ils peuvent réactiver eux-mêmes. Envoyer un message pour lui dire de s'en aller, de revenir. Vous me dites quand est-ce que je peux commencer. Allez-y, allez-y. Donc je continue. Donc il m'est donné la possibilité et la joie de vous parler d'une thématique qui me tient à cœur, celui du chemin de guérison des maternités blessées par un avortement. C'est un sujet qui suscite bien des débats. Je l'aborderai différemment, celui de la compréhension de ce drame humain, de ces conflits interindividuels sur l'idée qu'on peut se faire de cet acte. Moi, je m'y intéresse plus en termes de santé publique, de répercussions au niveau de la femme, en termes d'histoire de vie, et cela fait maintenant de très nombreuses années que j'ai pu en découvrir les différentes chambres de la vie de ces personnes, tant sur le plan émotionnel, intérieur, existentiel, et tous les événements ou le contexte qui prédispose à cet acte. Et à partir de là, il était important pour moi de réfléchir sur le chemin de restauration, de délivrance et de renaissance du lien mère-enfant qui a été coupé. Donc merci au Réseau Vie qui m'a permis de parler de cette thématique. Merci également à Catherine Cantenot qui nous a fait une très belle lettre d'information concernant les risques de l'avortement pour la santé de la femme et de sa famille. Et puis merci à tous les bénévoles également qui œuvrent dans les coulisses. Alors le contenu de la conférence de ce soir reprend une très bonne partie du contenu de mon livre, hormis 2-3 diapositives qui sera dans le prochain livre que je suis en train de faire, notamment autour de témoignages de vie qui sont très, très prégnants. Donc, ça n'est pas la peine de prendre des notes, vous les avez dans le livre. Je ne pourrai pas, hélas, vous parler de tout le contenu. Certains passages seront survolés. J'essaierai de vous dire l'essentiel dans tout ce qui peut nous concerner en tant qu'accompagnant, en tant que proche ou en tant que personne ayant vécu cette problématique. Et le mot problématique, à mon avis, est bien léger, bien léger. Alors comment moi personnellement j'en suis arrivée à m'intéresser? Eh bien à ce thème, c'est parti en 1984 suite à l'avortement d'une maman qui a perdu son enfant, à qui elle a donné le prénom de Marie-Christella suite à un avortement, une interruption volontaire de grossesse, et plus particulièrement dans un contexte de vie douloureux et sous une pression de son compagnon de l'époque. À partir de cet événement, je n'ai pu qu'observer les conséquences au fil du temps et le long chemin de guérison qu'elle a parcouru, les différents types d'accompagnement. Pour moi, c'était essentiel qu'elle puisse comprendre, que je puisse comprendre la signification des symptômes qui s'installaient. Donc, comprendre l'existence des signes qui sont bien typiques dans le syndrome post-abortif, dans le traumatisme de l'avortement. On verra quelle terminologie employer. Le plus souvent, ça intervient dans un contexte particulier. Et après de très longues réflexions, il était important pour moi de comprendre ce contexte et l'évolution des signes. Donc je termine un peu par la fin en matière de symptômes, en matière de continuité, de défilement des symptômes.
eh bien, je me suis aperçue que les symptômes du traumatisme de l'avortement évoluent dans ce que j'appelle la triade évolutive, sur laquelle s'inscrira les symptômes du traumatisme de l'avortement. Alors, qu'est-ce que la triade évolutive du traumatisme? Eh bien, il commence par des douleurs et des signes qui, initialement, ne sont pas évidents. Pourquoi? Parce qu'ils sont anesthésiés. Je qualifierais cette anesthésie d'artificielle. C'est véritablement un artifice qui efface ce qu'il y a de plus douloureux, de ce qu'il y a de plus profond. Et chez cette maman, comme chez beaucoup de mamans, il y a un refoulement de la douleur morale, un refoulement psychique et de tout ce qui s'est passé, voire même parfois du contexte, et elle ne finit par ne plus se souvenir exactement comment les choses se sont passées, ne plus ressentir. Il faut faire face, il faut enfouir, mais surtout ne pas revivre ou comprendre ce qu'il s'est passé. Donc une femme qui n'ose pas témoigner ou parler de ce qui s'est passé ou qui se crée une vérité apparente, oui, elle en a besoin parce que si elle devait rentrer dans ce qu'il s'est passé, ça serait extrêmement douloureux. Et c'est pour ça que les femmes qui finissent par faire ressortir les signes pour diverses raisons, eh bien, ça peut être extrêmement douloureux, voire être de l'ordre du choc post-traumatique, et c'est considérable. Donc la première étape de la triade évolutive, c'est ce silence douloureux dans lequel s'installe le traumatisme, dans lequel s'installe le traumatisme comme un cri qui se tait, un cri qui s'étouffe. En gros, c'est comme si on la bâillonnait de ce qu'elle peut ressentir, surtout ne rien dire. C'est véritablement un iceberg. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'au départ, il y a quelque chose qui paraît froid, qui paraît complètement retenu. Et puis, au fil du temps, ça va ressortir et ça va être quelque chose, par contre, de bouillant, comme volcanique, où véritablement les flammes de la douleur vont ressortir plus ou moins en fonction du contexte, en fonction du traumatisme, en fonction des capacités de résilience ou non de la femme. Donc ce silence douloureux, c'est ce cri qui s'étouffe. Et puis le deuxième stade, c'est ce que j'appelle l'explosion des symptômes, plus ou moins importante, après une période de signes psychologiques plus ou moins sournois. Donc dans le silence douloureux, il peut y avoir des signes, sachant que ces trois stades peuvent s'imbriquer l'un par rapport à l'autre. C'est une manière générale de voir le défilé. Et puis, progressivement, il y a effectivement une expression plus patente, plus évidente de la douleur, des signes, avec différentes portes d'entrée, différentes typologies d'expression. Mais c'est beaucoup plus ouvert et ça peut atteindre parfois des signes de cauchemar traumatique. Et c'est pour ça que j'appelle cette deuxième étape l'expression ou le cauchemar traumatique. Mais là, la conscience n'est pas toujours véritablement touchée, tellement la personne a été saisie, figée au départ, et puis ensuite, combien les symptômes sont invalidants et peuvent empêcher la prise de conscience ou la réflexion sur le lien qu'elle peut établir avec ce qu'il s'est passé, avec cet avortement, avec tout ce qui l'a amené à avorter. Surtout ne pas revenir dans l'histoire, se protéger de revivre son traumatisme ou ses traumatismes. Donc c'est une protection. Et enfin, le troisième stade qui se crée au fil du temps, et en tout cas qui se finalise, c'est celui de la conscience, qui se fait toujours d'une manière douloureuse. C'est l'éveil douloureux de la conscience. Et à partir de là, dans la compréhension de ces stades qui vont évoluer au fil du temps, eh bien, la personne, la maman, pourra cheminer dans son chemin de guérison, généralement multidimensionnel. Donc un cheminement au travers de cette triade, avec une adaptation de l'approche de sa problématique en fonction du stade, en fonction de l'histoire. Et les approches vont être multidimensionnelles. Il y aura certes une approche psychologique, parce qu'on sait bien que tout l'aspect psychologique est perturbé, est touché, mais il y a aussi tout l'aspect, et la maman de Marie Chrysella a subi tout ce parcours. Actuellement, elle est merveilleusement heureuse de s'être délivrée de cette terrible souffrance. Il y a aussi l'accompagnement spirituel essentiel, on y reviendra, sans compter toutes les associations, les méthodes artistiques, psychosomatiques, et tout cela ne peut se faire, et je le dis, que dans un chemin de foi et d'espérance, aussi bien en fraternité,
dans des accompagnements médico-psychologiques, avec des associations spirituelles ou non. Donc voilà, 100 fois sans espérance, c'est un peu compliqué, voire ça devient plus qu'un parcours de combattant. Et quand la personne est accompagnée, eh bien là, on peut espérer qu'elle puisse cheminer plus rapidement qu'elle ne l'aurait fait. Le pire est de complètement refouler et de voir apparaître les signes exploser tôt ou tard, que ce soit au bout d'un an, 5 ans, 10 ans, 30 ans. Moi, j'ai vu certaines mamans souffrir 30 ans plus tard, exploser de douleur 30 ans plus tard, suite à un événement particulier. Donc on n'est jamais totalement à l'abri, et quand une personne ne souffre pas de son avortement, bon, on ne va pas bousculer, tant mieux. Ça ne veut pas dire qu'il faut y aller non plus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas à l'abri que ça explose malgré tout après. Est-ce que c'est vraiment une résilience? Est-ce que c'est vraiment un travail psychothérapeutique qui a permis de se libérer, voire spirituel? Ou est-ce que c'est pas quelque chose qui a été refoulé et qui peut s'exprimer un jour ou l'autre? Voilà. On peut plus ou moins le voir. Moi, je vois certaines femmes qui ont avorté, qui disent qu'ils s'en sont sortis, mais je sens bien qu'il y a quelque chose qui est coupé, qui est arrêté, qui ne chemine plus vers l'espérance, vers la plénitude. Je vois que le mystère de la vie a été éméché. Et ça se repère quand on se met en communion avec une personne qui a vécu de tels traumatismes. On n'en sort pas indemne. Et l'intérêt pour vraiment renaître de ces cendres et de cette terrible douleur, c'est de rétablir un lien avec son enfant parti. Alors pour nous, les croyants chrétiens, c'est parti au ciel. Pour d'autres, c'est dans leur cœur, c'est dans leur espérance, c'est dans un petit coffre au fond d'eux. Voilà, il est essentiel d'éveiller vis-à-vis de chacune des personnes qu'on rencontre, on accompagne déjà sa propre spiritualité. Sans spiritualité, ça devient, à mon sens, un peu illusoire, et on risque de basculer vers une forme d'agressivité qui est seulement le témoin d'une souffrance très profonde. Éviter de juger toutes ces réactions. Chacune des personnes qu'on peut rencontrer a sa manière d'exprimer sa souffrance ou la non-possibilité d'avoir souffert de quelque chose qui est particulièrement traumatisant. Là, c'est un poème de la maman de Marie-Christella, je passe. Donc, pour nous, il est important de s'y intéresser. Et moi, dans mon activité professionnelle, je peux vous dire que nous avons vraiment affaire à une réalité. Au décours de toutes ces années d'accompagnement, notamment chez les femmes affectées par divers traumatismes et en matière d'addiction, d'alcool, de très nombreuses femmes sont venues me déposer leur avortement, et beaucoup d'entre elles ne l'ont pas digéré quand il n'y a pas eu d'accompagnement adéquat, adapté, et surtout quand ça s'est inscrit dans un contexte de vie douloureuse. Donc de très nombreuses femmes sont venues déposer comme si le traumatisme leur collait à la peau, et je dirais même mieux, collait à leur âme. Surtout que très longtemps, personne n'osait en parler, et fort heureusement les langues se délient, et il faut que ça continue. Il faut des débats, il faut qu'on partage notre vécu, nos vécus, parmi les personnes qui ont été amenées à vivre l'avortement dans notre entourage, soi-même. Il faut avoir l'audace de parler et de se rejoindre dans ce qu'on ressent pour aller vers la vérité. Donc pour moi, c'est réellement un problème de santé publique, et il faut oser. Il faut que toutes ces femmes qui se taisent en parlent. Là, j'ai vu récemment, en lisant les informations, que certaines femmes demandent des jours de congé après un avortement, comme pour une fausse couche. On peut donc supposer que c'est pas banal, on demande des congés maladie que quand il y a quelque chose qui nous a affectés. Voilà, donc moi, en tant que médecin, je me suis sentie obligée n'est pas le mot. Je me suis sentie le devoir de les aider, de les accompagner. Et comme l'aspect médico-psychologique ne peut pas tout régler, je me suis très vite rendu compte que l'efficacité n'était que pleine qu'à partir du moment où il y avait un accompagnement spirituel que j'ai pu réaliser avec le monde spirituel dans mes activités associatives et spirituelles, et je l'avoue, religieuses. Donc j'ai observé de très belles guérisons.
Et c'est pour ça que je vous en parle. Il faut qu'on puisse faire un pont, une alliance entre l'humain et le divin, entre le médico-psychologique, le psychiatrique et le spirituel. Chacun en fonction de sa sensibilité, bien évidemment. Voilà, dans un esprit toujours fraternel, sans jugement, en acceptant l'autre comme un frère, comme une sœur de cœur. Donc, à qui s'adresse ce chemin de guérison ? Eh bien, ce chemin de guérison s'adresse déjà aux mamans qui ont vécu le traumatisme de l'avortement, celles qui ne souhaitent pas guérir, pensant qu'elles le sont, laissons-les. Elles peuvent malgré tout s'y intéresser si elles le souhaitent. Donc, toutes les mamans demandeuses d'aide, d'accompagnement dans leur souffrance, dans leur douleur, mais aussi les papas. Dans mon livre, j'en parlerai peut-être pas ce soir, mais vous verrez que des papas, certes, certains ne se sentent pas concernés, mais d'autres souffrent réellement, souffrent de détresse ou souffrent de ne pas avoir été considérés dans cette grossesse. Et puis tous les accompagnants, les personnes de l'entourage, souhaitent savoir, mais comprendre, avoir la connaissance nécessaire, la compréhension nécessaire pour pouvoir les accompagner. Donc cette conférence, ce livre s'adresse à tout le monde. Après, je donne la possibilité, si certains passages sont un peu ardus, d'apporter oralement, par téléphone ou tout autre moyen, d'apporter les compléments nécessaires pour aider la personne à cheminer dans sa guérison ou dans l'accompagnement d'une personne en difficulté. Donc il était important pour moi de mesurer, pour les professionnels, de mesurer les conséquences dans le chemin de guérison à court, moyen et long terme. Et dans notre approche, on va se sensibiliser essentiellement à l'interruption volontaire de grossesse, mais il ne faut pas oublier tous les autres types de morts périnatales qui sont, hélas, à prendre en considération de par la douleur engendrée. Donc je rappelle le rôle essentiel du monde médico-psychologique et spirituel, la nécessité de comprendre les répercussions dans la genèse, dans l'apparition, si vous voulez, du syndrome post-abortif, et l'indispensable accompagnement adapté et personnalisé pour toute personne qui le demande. C'est une priorité que de considérer ce vécu traumatique de ces femmes dans leur histoire, pas la nôtre, parce qu'on comprend, c'est leur histoire, c'est les rejoindre là où elles en sont. Donc, et également le contexte, et comment elles vont exprimer, et le plus souvent il est clair que c'est dans une forme de silence de leur âme et de leur chair, avec longtemps, et elles me le confirmeront, c'est cette disproportion entre ce qui est exprimé et le contenu enfoui et refoulé, comme un iceberg. On ne va pas crier sur les toits de douleur, surtout par rapport à un acte aussi important, aussi lourd de conséquences. Et ce vécu douloureux, il peut se réveiller tout au long de l'existence. Parfois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de très longues années après, quand la conscience commence à ressurgir. Déjà par les symptômes et ensuite par l'éveil douloureux de la conscience. On est dans la triade évolutive. Et là, on pourra, en fonction du stade, approcher cette souffrance psychologique, mais aussi la souffrance spirituelle. L'un ne va pas sans l'autre, c'est essentiel. Mais aussi la représentation que ces femmes se font. On ne peut pas, d'une femme qui n'a jamais été confrontée à la religion, en faire une religieuse dans la compréhension du processus spirituel, du traumatisme de l'avortement. On ne peut pas lui faire lire la parole de Dieu. Non, c'est la rejoindre là où elle en est, avec sa conscience, sa compréhension, ses représentations. Et là, elle pourra revivre ce qui s'est réellement passé dans son cœur, dans son affect, dans ce qu'elle a pu dire, dans ce qu'elle n'a pas pu dire, dans ce choix qu'elle a fait ou qu'elle n'a pas fait, dans cet acte. Revivre, refaire l'histoire et mieux la comprendre. Pourquoi elle en est arrivée là? Qu'est-ce qui a prédisposé? Dissocier l'acte de la personne pour prendre du recul et comprendre ce qui l'a mené à la douleur et au traumatisme. Voilà, c'est important tout cela. Et le chemin de guérison, comme je le disais tout à l'heure, va se faire dans une double approche. Une approche à la fois humaine, empreinte de compréhension, de connaissance et de sollicitude, dans toutes les réflexions intérieures nécessaires, multidimensionnelles, du traumatisme,
mais aussi dans une communication adaptée, empathique, proche de l'autre, en disposant de toutes les ressources possibles. Celles qu'on a, on ne peut pas avoir toutes les ressources. On ne peut pas faire le sacrement de réconciliation si on n'est pas prêtre. Si on est médecin, on peut faire l'accompagnement psychothérapeutique, donc en fonction des outils dont on dispose, mais comprendre. C'est proposer à celle qui le demande ou qui le réclame ou qui fait appel à un chemin de guérison en tenant compte des différentes sphères, médico-psychologiques, psychosomatiques, psychiatriques, artistiques, fraternelles, associatives. Et je le redis, une approche spirituelle. Alors pour nous les chrétiens, il est clair que l'approche dans une démarche en Christ est très intéressante et très porteuse de résultats. Et je rappellerai pour cela le livre de Laurence Britt, Se relever après un avortement, moi non plus je ne te condamne pas. J'ai eu l'occasion de discuter avec lui et de reprendre certains de ses aspects, de ses connaissances, de sa pratique dans mon ouvrage pour l'aspect spirituel. Donc tout cela va nous mener vers un chemin d'espérance et de guérison pour qu'elle puisse se libérer. C'est vraiment un chemin de restauration qui s'oriente progressivement au rythme de la personne vers la sérénité et la plénitude. Alors, comment définir le traumatisme de l'avortement? Quand on regarde les ouvrages, j'ai le sentiment qu'on fait un peu un étalage des signes. Oui, effectivement, il y a plein de signes de souffrance. Mais est-ce vraiment la définition? Il m'était demandé de bien réfléchir sur cette définition, et l'année dernière encore, j'avais l'impression que c'était un peu comme un millefeuille qui accumule les signes et dire voilà, il y a ça, 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 il y a un traumatisme de l'avortement. Ça ne m'a pas suffi. Alors j'ai réfléchi, j'ai médité, j'ai prié. Et puis, ces dernières semaines, la révélation. J'ai enfin compris qu'il fallait donner une définition plus éclairée, et je dis bien plus éclairée, au traumatisme de l'avortement. Parce que ça n'est pas n'importe quel traumatisme. C'est un traumatisme qui touche au cœur de la création. Nous avons été créés. Un enfant peut être créé aussi. Quelques cellules embryonnaires sont l'amorce d'une vraie création. Donc, vraiment, c'est quelque chose d'important de comprendre jusqu'au plus profond de ce qu'il se joue. Et quand on mesure les répercussions du traumatisme de l'avortement, eh bien déjà, il y a une définition qui m'embête passablement. C'est quand on dit que c'est engendré par une interruption volontaire de grossesse. Interruption. À mon sens, et pas que le mien d'ailleurs, il serait plus juste de définir ce terme par le terme arrêt de la grossesse. Car la grossesse, elle ne pourra plus jamais reprendre le cours de l'accueil de la vie. Donc ça n'est pas une interruption. C'est vraiment une rupture, une coupure qui s'opère à la fois dans la dimension physique, mais aussi la dimension métaphysique de l'être. Ce n'est pas rien. Et il y a vraiment une coupure physique et dans la dimension métaphysique, eh bien, pour cette personne qui a vécu cette coupure, il est difficile de se laisser habiter par la dimension intérieure et personnelle, cette dimension qui nous ouvre vers l'infini, vers l'absolu. Alors on ne peut pas donner une définition qu'avec une simple liste de signes, ça ne suffit pas. Alors la définition que je vais vous apporter, elle va s'inscrire dans le cœur de la création. Elle va s'inscrire dans celui qui a créé. Elle va s'inscrire aussi dans cette triade évolutive dont je vous ai parlé. Donc on parle de traumatisme de l'avortement ou de syndrome quand il y a toutes les répercussions, notamment psychiques, qui empêchent la dynamique humaine et créatrice de voir plus grand, de voir plus loin et d'ouvrir aux dimensions de l'humanité. Cet acte impacte ainsi sur la chair, sur l'esprit et sur son âme. Ça fait beaucoup de signes. Et là, on pourra mettre tous les signes qu'on observe. Mais ils sont inscrits dans une logique. Et le plus souvent, ces signes, systématiquement, très souvent, s'inscrivent dans des douleurs secrètes. Voilà le premier aspect de la définition du traumatisme de l'avortement. Le deuxième aspect, on va monter en grade. Et on va mesurer que c'est du sérieux.
eh bien il y a un risque important de faire perdre à cette femme, d'impacter ce savoir qui est inscrit au plus profond de nous-mêmes, au plus profond de son être. Impacter quoi? La vie, et plus particulièrement la vie humaine. C'est pas rien. Un enfant dans notre ventre, c'est une vie humaine qui se prépare à naître. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, en plus de cet impact profond dans ce savoir inscrit, cet élan perpétuel qui se perd vers la transmission et sa dimension spirituelle propre. On pourra mesurer les blessures du chemin spirituel de ces femmes quand elles ont avorté ou pas, quand elles ont été confrontées à une coupure par rapport à la vie. Pas une interruption, un arrêt, une rupture, c'est pas rien. Et tout cela, dans un sens existentiel qui normalement devrait nourrir nos inclinations naturelles, nos 5 inclinations naturelles. Alors peut-être que vous n'en avez jamais entendu parler. Eh bien, je peux vous dire que toutes les femmes qui ont vécu l'avortement sont moins blessées sur 2 d'entre elles. La blessure de transmettre la vie, première inclination naturelle. La blessure aussi de l'inclination naturelle de protéger la vie. Donc, la transmission de la vie, protéger la vie. Ce sont 2 blessures qui sont profondément blessées chez la femme qui a avorté. Après, effectivement, il y a d'autres mécanismes. Vous avez les autres inclinations naturelles qui sont de protéger la vie, de faire le bien, d'éviter le mal, d'établir un lien social. Mais ces 2 premières sont essentielles. Voilà. Donc, voilà la définition du... Je ne sais pas si vous l'avez, mais de toute manière, je la mettrai par écrit. Alors ça, c'est pas dans mon livre actuel, ça sera dans le prochain. Je te donne la diapo. Oui, à la limite, envoyez cette diapo, oui. Non, mais maintenant... Oui. Oui. Numéro combien? Mais de toute manière, je vais passer à une autre diapo, mais... si pour les personnes, c'est important d'avoir cette diapo, il y a 2 diapos que vous ne retrouverez pas, c'est cette diapo de la définition, et puis celle où je parle de la triade évolutive. Vous pouvez envoyer à tout le monde par mail, mais elles seront intégrées, cette réflexion sera intégrée dans mon prochain. Quel numéro? Il y a la 9. La 9. Et voilà. Puis la première, c'est la 4. La triade évolutive. Je suis en train de les montrer là. Ah, pardon. Donc la 4, celle que vous commentez. La 4, la triade évolutive. Voilà. Ok. Et puis la 9. Mais on peut les faire parvenir, si certains le souhaitent. Parce que c'est essentiel, hein, c'est du tout nouveau. Vous avez la primeur. Puis personne n'a encore donné cette définition-là. Mais je pense que toutes les mamans qui sont passées par là se retrouveront. Je peux continuer, hein? On vous fera parvenir. Alors, sur le plan général, on est toujours embêté. Certains parlent de syndrome post-abortif, traumatisme. Alors, si vous lisez ces termes, je vais vous donner quelques explications qui n'ont pas la connotation spirituelle que je vous ai apportée précédemment. Quand on parle de traumatisme, c'est l'ensemble des troubles de la vie affective et de la personnalité qui sont déclenchés chez un sujet, ici la femme, par un choc émotionnel important. L'avortement, soit de syndrome, qui est un ensemble de signes, de symptômes qui appartiennent à une entité clinique, mais dont les causes peuvent être diverses et variées, comme tous les facteurs favorisants qui poussent ou qui incitent à l'avortement. Et dans notre travail, dans mon travail, j'ai le souhait de privilégier la reconnaissance de cette entité clinique, mais aussi psychologique et enfin spirituelle. On ne peut pas défaire une personne sans sa fibre spirituelle, en rappelant que bien évidemment cet acte est très souvent facilité par de nombreux facteurs, que sont la précarité, la situation sociale, familiale, non favorable, la contraception, les parcours de vie, les événements de vie traumatiques, la violence, l'inceste, le viol,
les situations de pression à l'avortement, enfin, vous pouvez tout vous imaginer. Et là, on se dit stop, on ne peut pas laisser la femme livrée à l'avortement sans comprendre son histoire. C'est essentiel, il y a tellement de choses, on ne va pas s'arrêter que sur l'acte. Même si l'acte est très douloureux, c'est un ensemble, c'est la femme qui souffre de cet acte et c'est l'histoire. Donc il est important de développer notre attention et nos réflexions qui seront approfondies en considérant et en ayant respect vis-à-vis de la santé de cette femme dans toutes ses dimensions et dans un esprit d'accompagnement. Et quand on veut accompagner le traumatisme de l'avortement, il est important de se centrer sur son histoire, sur le contexte et sur une attitude d'accueil pour être amené à rejoindre la femme là où elle en est. C'est important. Et alors là, on pourra faire un chemin de compréhension, de discernement pour voir qu'est-ce qui a touché le plus cette femme. En général, c'est tout. C'est l'histoire, c'est le contexte, c'est l'abandon, c'est la violence, c'est le bébé qui n'a pas pu être accueilli, il n'est pas arrivé au bon moment, c'est tout. Donc, être toujours dans l'accueil, tout est important. Et pas dans le rythme que nous, on décide. Non. Dans cette mise en confiance qui s'établit entre l'accompagnant et la patiente ou le proche, qui va petit à petit créer une véritable alliance fraternelle ou alliance thérapeutique, où cette personne va pouvoir déposer petit à petit pour dénouer tout ce qui s'est joué dans cette histoire. C'est pas quelque chose qu'on va tirer, comprendre. Non, c'est quelque chose qui va être déposé dans l'amour, la miséricorde, la compassion, la bienveillance, l'empathie, la sollicitude. Aussi bien dans la sphère psychologique que dans la sphère humaine et spirituelle. Pour approcher au mieux. Alors, les avortements sont nombreux, les traumatismes post-avortement sont très nombreux. On n'ose pas suffisamment, à mon avis, les considérer et en parler d'une manière intelligible. Mais ils sont fréquents. J'en ai rencontré beaucoup. J'en ai accompagné beaucoup. Et c'est pas rien. Importance, donc, de comprendre que cet avortement, c'est pas quelque chose qui arrive accidentellement que de temps en temps. Non, 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 non. Ça arrive dans un contexte sociologique, économique et culturel. En fonction des sociétés dans lesquelles on est, ça se passe pas tout à fait de la même manière. Donc comprendre le contexte de cette femme et surtout également, enfin, tout est important, la situation personnelle dans laquelle elle se trouve, qui peut engendrer ou la mettre vraiment dans un état de détresse ou d'impasse, qui va la pousser à avoir des poussées. Ça ne veut pas dire que c'est une personne qui dit allez, vas-y. Non, ça peut être une situation qui la pousse à faire ça, qui l'amène à faire ça. Donc il serait simpliste de considérer que cette décision d'avorter est prise en toute sérénité et de ranger les raisons pour lesquelles elles le font comme des raisons d'ordre personnel. Non. Non, 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 non. Personnellement, je n'ai jamais vu aucune femme le faire avec légèreté. Oui, vous verrez des femmes qui se justifient. Ben, c'est un moindre mal plutôt que de devoir confier le fait qu'au fond, c'était peut-être pas ce qu'elles voulaient. Mais sont-elles prêtes à pouvoir le dire? C'est terrible de perdre un bébé. Surtout que ça aurait été dans d'autres situations, elle l'aurait gardé. Alors, n'allons pas arracher un cœur qui pourrait se briser. Laissons ces femmes cheminer tranquillement et apporter ce qu'on peut leur apporter en fonction de la providence et de ce qu'elles attendent. Mais en tout cas, beaucoup de femmes sont amenées à souffrir de l'avortement. Et déjà, on peut commencer par s'occuper d'elles. C'est important. On ne peut pas les laisser. Parce que quand elles sont amenées à souffrir de ça, c'est parfois dramatique, insoutenable, avec des conséquences psychologiques dramatiques qui peuvent mener à la dépression, à l'anxiété, au stress post-traumatique, voire même aux tentatives de suicide, qui sont des fois dans des contextes extrêmement violents, plastiques. Elles ne cherchent même plus à être aidées. Elles ne veulent que se condamner, échapper à ce qui s'est passé, à une vie qu'elles croient ne plus pouvoir reconstruire, qu'elles ne peuvent plus accueillir. Et c'est là que la foi, l'espérance et la charité sont importantes. Pour dire, mais non, une vie, c'est important. On est né pour l'éternité.
Si ton âme de ton enfant n'est pas là, on ne va pas lui dire comme ça tout de suite d'emblée si elle ne croit pas. Mais pour celle qui croit, la faire cheminer, l'enfant il est quelque part, il nous attend, il est en sécurité. Donc jamais, 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 jamais condamner une femme qui a avorté. Quoi qu'on pense, quelles que soient nos convictions, quelle que soit la beauté de la vie. Donc beaucoup de femmes sont amenées à avorter, et je peux vous dire que même celles qui pensent que ça peut être une bonne chose, et qui est-on pour intervenir trop rapidement dans ce qu'elles disent? Eh bien, beaucoup de femmes pensent que 80% des femmes sont persuadées que l'IVG laisse des traces psychologiques qui sont visibles ou non visibles. Elles peuvent être refoulées ou enfouies ou anesthésiées. Alors, résilience, peut-être, peut-être pas. Elles laissent donc des traces difficiles et la plupart pensent qu'on pourrait peut-être éviter cet acte. Mais ça n'est pas le sujet de ce soir. Le sujet de ce soir est de s'intéresser aux femmes qui souffrent. Donc beaucoup sont amenées à souffrir, et d'où la nécessité de les accompagner, de les accueillir dans leur parcours. Ça n'est pas un acte anodin. Il y a 2 jours, j'ai écrit cette phrase que je vais vous lire 2 fois parce que je l'aime beaucoup. L'avortement, qu'il soit médicamenteux ou chirurgical, ne représente aucunement une intervention de logique naturelle dans le déroulement d'une maternité et donc du fonctionnement de l'organisme féminin. Je répète, l'avortement médicamenteux ou chirurgical ne représente aucunement une intervention de logique naturelle dans le déroulement d'une maternité et donc du fonctionnement de l'organisme féminin. Où est la logique? Pourquoi arrêter un processus naturel? Ce n'est pas un cancer, ce n'est pas un abcès, ce n'est pas une tumeur, c'est un bébé en formation. Donc, on peut supposer que quelque chose qui entrave une logique naturelle d'évolution puisse entraîner des répercussions. On casse quelque part une évolution naturelle. Et on peut supposer que tôt ou tard, il y a une expression douloureuse de cela. Et je le dis sans le moindre jugement, parce que la plupart des femmes qui sont amenées à arrêter leur grossesse, il y a toujours des situations qui les y poussent. Et selon le type d'intervention, on peut avoir des séquelles organiques et des séquelles psychologiques. Alors concernant les troubles psychiques, les troubles physiques, ils ne font pas partie de la définition stricto sensu du traumatisme de l'avortement. Mais ils sont importants à prendre en compte parce qu'ils laissent dans la psyché une mémoire chez la femme. Et ils doivent être pointés parce qu'ils peuvent, mais surtout pas engendrer une forme de culpabilité ou d'incompréhension. C'est important parce que quand on accompagne ces femmes, laissant une trace, ils peuvent entraver, la mémoire des signes physiques peuvent entraver le chemin de plénitude. Alors dans les complications physiques, vous l'aurez entre autres dans la lettre d'information du réseau Vie, si vous avez l'occasion de les contacter. Vous avez des conséquences à très court terme, qui est le syndrome du 5e jour, avec des douleurs, voire de la fièvre, des saignements, des hémorragies, des caillots. C'est à surveiller, en général ça passe, mais ça peut se compliquer. Et puis vous avez toutes les autres complications physiques à court terme, sont les un peu plus fréquentes en tout cas, les lésions de l'utérus, des caillots de sang, des hémorragies. Alors ne me dites pas que ça n'existe pas. Il y a encore 1 mois, j'ai une jeune fille qui a failli mourir. Elle a fait simplement un avortement par voie médicamenteuse. Elle ne savait pas trop si elle devait faire ou pas. Elle a fini par commencer à prendre ses comprimés et elle s'est désistée. Et quand elle s'est désistée, elle a été dire à la sage-femme, je ne veux plus avorter, je ne veux plus. Et la sage-femme lui a dit, mais attendez, si vous le gardez maintenant, il va être mal formé. Alors elle ne savait plus quoi faire, elle a pris les autres comprimés. Et elle a été victime d'hémorragies extrêmement intenses. Elle a été hospitalisée en urgence pour recevoir des transfusions. Elle a failli mourir. Ça arrive. Ça arrive. Alors on n'en parle pas, mais moi je l'ai vu. Le nombre de femmes qui ont eu des hémorragies, je l'ai vu. J'en ai entendu parler, j'ai eu des témoignages.
ça existe. Donc vous avez des lésions de l'utérus, des hémorragies, des suites infectieuses, en général un chlamydier, des endométrites, plus fréquemment chez la jeune fille, les déchirures et les hémorragies, parce qu'il semblerait, je ne sais pas si c'est tout à fait vrai, probablement puisqu'il y a eu des études, le pouvoir protecteur de la glaire cervicale est un peu moins important, un peu moins efficace que chez les personnes plus âgées. Mais vous avez aussi des complications physiques, des dérèglements au niveau des menstruations, la stérilité, des fausses couches, des prématurités, des grossesses extra-utérines, une mortalité périnatale un peu plus importante. Heureusement qu'elle n'est pas trop importante, parce que là je pense qu'on ferait quelque chose. Voilà, donc il faut quand même être au courant de ces études, et dans mon ouvrage vous verrez les différentes références qui rapportent tous ces éléments-là, qui vous permettront quand même qui nous permettront de réfléchir. Et puis progressivement, on va basculer vers des signes qui vont rentrer vraiment vers le syndrome post-avortement, avec l'aspect psychosomatique, les répercussions fonctionnelles, les migraines, les douleurs abdominales dans les entrailles. Vous savez bien que quand on est anxieux, ça nous porte sur le ventre dans les examens, ou, voilà, où on vend je sais pas, on allait faire une représentation théâtrale, enfin qu'importe. Pour ces sujets-là, mais pas celui que nous traitons ce soir, évidemment. Il peut y avoir des perturbations dans le comportement sexuel, des douleurs, des refus de la sexualité, des dyspareunies. Alors, dyspareunie, c'est des douleurs au moment de l'acte sexuel, au moment de la pénétration vaginale, qui est le témoin de quelque chose qui a souffert psychologiquement, comme un rejet de la sexualité, comme un rejet de ce qui s'est passé dans le passé, parfois une manière de se punir ou de se faire mal. Voilà, c'est pas rien. Ça renvoie à quelque chose qui a été douloureusement vécu, parce que certaines peuvent même associer l'acte sexuel à la grossesse et à l'avortement. Non, je ne veux plus revivre ça dans l'inconscient de la femme. Il peut y avoir des tas d'explications, bien évidemment. Je fais au plus simple, on ne dispose pas d'une centaine d'heures ce soir, je crois. Et puis, il y a toute la réflexion idéomorphique. Je vais vous passer cet aspect-là parce que peu de gens connaissent la notion d'idéomorphisme, cette notion un peu philosophique qui va vers la spiritualité, où il y a une compénétration de l'âme qui va se laisser affecter par le traumatisme de la chair. L'âme compénètre dans le corps et interfère avec son corps, avec l'esprit, et comment l'âme va être touchée par ce qui est touché dans son corps, et comment même le corps va exprimer ce qui a été touché dans l'âme. Alors, je ne vous dis pas, c'est très complexe. Mais si vous voulez voir plus simple, eh bien, on redescend d'un niveau, on descend, je descends le niveau de spiritualité. Je viens dans ce qu'il y a de plus commun parmi nous, on est dans le monde. On va plutôt dire, donc je passe un petit peu, je vais davantage parler de rupture de cheminement naturel maternel. Donc on revient à la maman. On va faire plus simple. Il y a vraiment une souffrance physique et psychique qui se crée. C'est-à-dire que dès sa conception, au départ, la femme est orientée dans son corps et dans son esprit vers la maternité, par la féminité qu'elle reçoit de ses gènes, contenus dans tous les noyaux de ses cellules et de son corps, et par une maturation pleine de sa fertilité, qui s'est mise en place pour se prolonger durant plusieurs années, grâce aux hormones qui participent aussi au développement du corps de la femme, mais aussi son cœur de mère, son esprit de femme maternelle. Je ne parle pas de toutes les situations où certaines femmes peuvent être blessées dans cette inclination naturelle à la maternité. Nous avons des tas de raisons. Et là, l'avortement va briser le cheminement naturel d'une maternité et devenir souffrance. Les conséquences sont là et le corps va parler. Il traduit de lui-même l'événement. Nombreuses sont les femmes qui ne pensaient pas ressentir ce qu'elles ont ressenti après. Aucune ne s'imaginait que cela pouvait être aussi douloureux. Et je peux vous le dire. J'ai côtoyé des femmes pour qui c'était indicible, enfouies jusqu'au plus profond de leur chair, et qui se sont condamnées d'un tel acte. Comment cette femme qui est initialement porteuse de vie peut se sentir blessée dans sa chair par l'avortement et de surcroît présenter des séquelles psychosomatiques, physiques, et qui finit donc par présenter ces séquelles psychologiques, d'autant plus. Et les pédopsychiatres en parlent, notamment le docteur Bell, dans son livre « Identité conceptionnelle et gestation psychique ». Il nous parle de ce lieu, de cet espace important, qui s'appelle l'espace maternel de différenciation et d'identification psychique de l'être humain conçu.
comment la mère va interagir avec le bébé, en fonction de la manière dont elle se crée en tant que femme, en tant que mère, et comment le bébé va se nicher, aussi bien au niveau biologique qu'au niveau de la psyché maternelle. Plus une grossesse est bien vécue, plus le bébé sera bien. Si je peux me permettre, je vais me faire un peu ce plaisir. Pour mon fils aîné, j'ai chanté la même chanson tous les jours. Quand je serai KO d'Alain Souchon, eh bien, je peux vous dire que quand je lui ai passé après la naissance, il l'a reconnu tout de suite. Bon, mon chant lexical, mon chant musical n'était pas très élaboré, mais je l'aimais bien et je voulais faire un test et effectivement, il a reconnu la chanson. Donc, il y a vraiment un lien qui se crée entre le bébé et la maman. Si on passe plus de musique classique, là on monte un niveau, il va développer des compétences plus élevées selon les travaux. Donc il y a vraiment un dialogue qui se construit aussi bien au niveau biologique que dans la psyché de la maman. Tout passe aussi beaucoup par la psyché de la maman sur la grossesse, mais pas que. Il semblerait que le bébé entende aussi les bruits du papa, les caresses, la voix du père. C'est tout un contact relationnel qui s'établit. Donc on peut imaginer que l'expression psychologique du traumatisme ne va pas être des moindres dans la mesure où cette isolation biologique psychique est rompue en cas d'IVG. Comment va réagir cet être humain? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer qu'il y a un malaise. Le fœtus et l'embryon ne pouvant se nicher, il y a véritablement un vide qui va se créer. Un vide souvent traduit comme abyssal. Elles vont le sentir. Il y a quelque chose qui est parti. Et pas naturellement. Pas comme dans un accouchement. Hein. C'est pas la même douleur. Hein. Tu accoucheras dans la douleur, c'est pas la même douleur. La douleur d'un accouchement, c'est pour la vie. La douleur dans le départ d'un fœtus, c'est pour le vide. Je vous le dis. Les femmes que j'ai accompagnées sont loin d'exprimer toute la souffrance dont elles sont amenées à le vivre. Et cela doit être considéré avec respect. Et elles ne doivent pas dire c'est rien, parce qu'elles se culpabilisent. Il faut pouvoir séparer l'acte, les symptômes et la femme qui le vit. Quelles que soient les situations qui ont prédisposé à ça. Et au fil du temps, nous mesurons à des degrés divers combien elle peut être blessée dans ses entrailles, aussi bien au niveau des signes physiques que psychiques, sans qu'il soit toujours très facile d'établir une imputabilité directe entre les signes observés et l'IVG. En tout état de cause, moi j'aurais tendance à dire que les signes exprimés sont à la fois le fruit de cet acte indicible et douloureux, mais c'est aussi le fruit de l'histoire qui va avec. On va pas vivre un avortement de la même manière si c'est parce que c'était pas le moment, non, je ne vais pas me marier, là c'est pas le moment, j'ai besoin de faire mes études, pensant qu'un bébé empêcherait de faire les études, enfin, qu'importe le discours. Que si la femme s'est fait violer, c'est évident que le contexte va encore surenchérir dans l'atrocité de cet acte. Sachant que ce même bébé, s'il était né au moment d'un mariage et d'une relation amoureuse dans le don, la dimension unitive et procréative, dans cette communion d'amour, il serait resté bébé au bon moment, quand on a déjà son travail, qu'on a des congés de maternité. C'est pas une intentionnalité de destruction. C'est une forme d'intentionnalité d'interruption dans un contexte qui ne favorise pas l'accueil. D'où l'importance de recueillir l'histoire. Et comment cette femme a accueilli cette histoire. Comment elle a été amenée. Je fais très attention au choix à réaliser cet acte. Qu'est-ce qui l'a amené ou poussé à le faire? C'est rejoindre cette femme. Et je peux vous dire qu'on découvre des choses sincères, authentiques. Mais il faut du temps, de la patience. Il faut beaucoup de temps, beaucoup de bienveillance. Voilà, donc en ce qui concerne l'imputabilité, donc les complications physiques, on les a vues, j'ai pas été dans le bon sens, ça marche pas, la rupture du cheminement. Vous avez les différentes conséquences. Alors les conséquences, vous en aurez plusieurs. Ok.
Donc vous avez l'anxiété, les tentatives de suicide, vous avez le vécu des femmes, l'affectivité qui est également perturbée, les émotions, une disposition, une humeur qui devient flanchante, une tristesse plus fréquente, des pleurs, des changements d'humeur, des virements brutaux de cet état émotionnel. Vous verrez toute la somme de millefeuilles de symptômes dans la triade évolutive. Tout ça peut, si ça s'installe, faire évoluer la femme vers un état d'anxiété généralisée, voire un état de stress post-traumatique, et c'est assez violent. Ce sont des signes d'anxiété extrêmement sévères qui se développent, et il faut pouvoir les aider à s'en libérer. D'autant plus que si on les laisse s'installer, ils évoluent vers des signes dépressifs, des tentatives de suicide. Ça n'est pas rien. Donc au bout du compte, cette évolution psychique fait que leur intériorité est complètement ébranlée. Et arrive à ce moment-là le troisième niveau, qui peut apparaître quand même progressivement, ça s'intrigue, c'est la reviviscence des souvenirs et l'éveil douloureux de la conscience, qui sont source à ce moment-là de remords, de culpabilité, de regrets et d'idées noires. Quelles que soient les situations qui les ont poussées. J'ai vu des femmes qui ont été poussées à l'avortement et qui se sont senties pleinement coupables. La culpabilité est extrêmement rencontrée. C'est peut-être même le symptôme le plus rencontré. Et c'est comment travailler. Elle est importante. Elle peut être naturelle, mais elle peut être invalidante. Elle peut contribuer à la participation du travail de deuil, mais elle peut être aussi participante au traumatisme de l'avortement. Et comment séparer la femme de cet acte pour qu'elle puisse se reconstruire dans sa dignité. Donc vous verrez les différents niveaux de signes psychologiques, de souvenirs récurrents, intrusifs, sachant qu'ils peuvent mener à des sentiments de désolation, d'impuissance. Bon nombre de femmes vont également développer des addictions, alcool, tabac, médicaments, voire même des addictions à l'avortement. J'ai vu des femmes devenir dépendantes par un conflit intérieur entre le désir d'enfant et puis d'autres symptômes tels que la peur de ne pouvoir accueillir un enfant. Nous avons une tonne de possibilités d'explication. Donc c'est un long travail d'explication à chaque avortement, chaque histoire. Donc on ne peut pas généraliser surtout. Si, l'évolution, les symptômes rencontrés, mais à chacune des femmes, chacune une histoire. Parce qu'à long terme, elles peuvent se fragiliser, être écartelées entre le désir d'enfant et puis celui de ne pas pouvoir l'accepter en fonction d'un certain nombre de conditions. Voilà, on a les conséquences aussi au niveau des couples. Je vous laisserai le soin de vous y intéresser. Les conséquences au niveau des couples sont très fréquentes. Le traumatisme que l'on peut rencontrer aussi chez les pères, avec certains pères, même si certains ne sont pas concernés, certains peuvent être effondrés, peuvent vivre des moments de détresse. Vous pourrez voir les différents témoignages. Vous avez aussi des répercussions au niveau de la fratrie, des frères et sœurs. Si on laisse les enfants, les frères et sœurs livrés à cette histoire, ils peuvent développer pour certains le syndrome du survivant conceptionnel. Et avec la notion de plus qu'ils se demandent pourquoi eux, on n'a pas avorté pour eux, et pourquoi ils en sont réchappés et pas leurs frères. Il y a un tas de pathologies, psychopathologies observables. Voilà, donc nous avons plein de possibilités, de conséquences à comprendre, à analyser, pour ensuite proposer un chemin de guérison. Ce chemin de guérison, il va se faire à différents niveaux. Il va se faire à différents niveaux. Sur le plan humain, médico-psychologique, il va se faire dans la sollicitude. Et sur le plan spirituel, il va se faire dans la miséricorde. Toujours dans un climat de grande bonté. C'est un accompagnement délicat, médico-psychologique et spirituel, qui va se faire aussi bien pour la sensibilité, les émotions et les pensées, mais la chair. Pour pouvoir libérer cette femme de cet indicible acte qui appelle au secours. Qui veut se faire vérité pour sortir de leurs ténèbres, de leur peine, de leur désespoir, voire de leur chagrin pour certaines. Beaucoup de femmes disent « mais je souffre trop, je n'y arriverai jamais, je n'arriverai jamais à m'en libérer ». J'ai lu l'histoire récemment d'une femme qui disait « pourtant j'ai été voir un psychologue ». Est-ce qu'on a bien accueilli toute son histoire? Surtout que cette femme garde l'espérance. On peut s'en sortir si on prend en compte toutes les dimensions de guérison.
parce que sa détresse, pour certaines, peut être grande. Un accompagnement spirituel, en vérité et en conscience de leur acte, et surtout les approches vraiment bien structurées. C'est nécessaire. C'est nécessaire, on ne va pas faire n'importe quoi quand une femme est traumatisée. Donc il y a des accompagnements médico-psychologiques du traumatisme, un accompagnement éclairé avec un accompagnement des symptômes psychiques qui sont multiformes et complexes, et montrer que la vie de chaque homme est unique, importante, et que même leur propre vie peut être accompagnée et peut être délivrée de ces chaînes de la peine, du regret, des remords et de la culpabilité. Et pour cela, on revient au premier niveau de la triade évolutive, c'est sortir l'avortement du silence pour rentrer vers les soins. On a vu combien la souffrance de l'acte pouvait être tue chez ces femmes, combien elle pouvait être brutale, éprouvante. Alors on enfuit. Et ce qui est marquant, ce qui caractérise le plus ces femmes, c'est cette solitude intérieure toute particulière dans laquelle elles se mettent. La solitude que peut ressentir une femme qui passe par toutes ces épreuves, et la capacité de garder le secret est caractéristique. La souffrance est parfois tellement enterrée, si complexe, si pesante, qu'elles ne parviennent même plus à la définir. Elle est complètement enfouie. Donc on peut se supposer que le jour où elle sort, ça va sortir. Donc avant toute réponse, avant tout accompagnement, accueillir le silence, accueillir les expressions, l'imperceptible expression d'une âme qui souffre, par son regard, par les traits qui s'abaissent, par la retenue, par cette pudeur, par ses contractions, par son malaise, par cette timidité. Tout parle. Le corps parle. Donc je pense qu'il faut vraiment avoir conscience que c'est une tragédie qui se joue dans leur intériorité et qui enfouit la mort d'une vie. Et là, on va travailler sur ce silence avec son goût amer pour comprendre la vérité intérieure de chaque femme et ce qui l'a blessée. Et nous allons être amenés petit à petit à recueillir les échappées émotionnelles, toujours dans un climat d'accompagnement rempli de tendresse, de douceur et de compréhension. Et c'est en entrant prudemment dans leur histoire et leurs souvenirs qu'un chemin de guérison et d'espérance va pouvoir se lier dans une alliance thérapeutique. J'ai combien de temps encore ? 2 minutes. Oh là 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 là. Parce qu'après il y a les questions, il y en a Après déjà. il y a les questions. Bon, il n'y a pas de questions. Déjà. Il y en a D'accord, déjà quelques-unes. Donc, écoutez, accueillir pleinement. J'espère que j'aurai l'occasion un jour de revenir pour traiter encore plus. Prenez le livre. Hein. Il y a plein de techniques. Il faut beaucoup de bonté, de charité, de bienveillance pour accueillir une femme qui souffre de l'avortement. Il faut une disposition d'âme, du cœur et de l'esprit. Le père Gaston Courtois nous le partageait avec flamme et fidélité. Alors, j'ai été piquer quelques-unes de ces phrases que j'ai trouvées merveilleuses. Il nous dit « Sois toute bonté, charité et bienveillance. N'est que des pensées de bienveillance, des paroles de bienveillance. Même quand tu dois rectifier, redresser, aime-les. Tends-leur intérieurement les bras. Envoie-leur des ondes de bonheur, de santé que tu as accumulées pour eux, pour elles. Sois de plus en plus accueillant, accueillante aux autres. C'est la forme de charité. Certes, cela demande du renoncement à ce qui te concerne, mais tu le sais par expérience. Tu n'as jamais eu à regretter une option en faveur des autres. Tout est dans la manière, un sourire aimable, un accueil bienveillant, une gentillesse gratuite, une volonté discrète. Que de choses qui peuvent être pour beaucoup autant de rayons de soleil. Un rayon de soleil, cela ne semble pas avoir de consistance. Il n'empêche que cela illumine et chauffe et resplendit. Et en 1 minute, je peux vous dire que nous devons développer ainsi dans notre accompagnement un art du cœur, de la présence à l'autre, pour écouter, se rencontrer, pour parler et cheminer pas à pas, dans une approche parfois nécessaire au niveau psychothérapeutique du traumatisme, où il sera nécessaire de conscientiser, de lever le déni, et de travailler sur les troubles de l'état émotionnel, avec tout un processus de deuil et de résolution des symptômes, par une approche psychothérapeutique qui travaille sur les émotions négatives, la gestion des émotions,
avec un soutien psychologique, soit par la psychothérapie dite dynamique, soit par des psychothérapies cognitivo-comportementales, je vais vite, soit des thérapies interpersonnelles, soit des thérapies de 3e génération, les thérapies sagémiques, les thérapies basées sur la méditation, la pleine conscience. Vous retrouverez tout ça dans mon ouvrage. J'aime beaucoup aussi le MDR. Le MDR est une thérapie neurosensorielle qui travaille sur le psychotraumatisme avec les mouvements oculaires, qui permet de traiter l'information traumatisante avec les ressources actuelles par rapport à un traumatisme du passé. Et puis vous avez les prises en charge addictologiques, l'accompagnement des pairs, un retour essentiel vers une harmonie corps-esprit dans une alliance indispensable avec l'accompagnant. Ce qui est essentiel aussi, c'est le travail d'estime de soi sur le chemin de l'harmonie pour une meilleure restauration. Je propose pour certaines de mes patientes des relaxations psychosomatiques. Ce qui est fort intéressant, c'est quand elles s'associent à une psychothérapie relationnelle. L'art-thérapie est très porteuse également au niveau du corps et de l'esprit pour l'expression. Et enfin, une fois qu'on a fait tout ça, on dit ouf. Ah ben non, on dit pas ouf, parce que c'est un chemin très très long. J'ai bientôt fini. On dit pas ouf. Eh ben c'est pas fini, parce qu'on a travaillé sur le corps, la psychologie. Eh bien, il faut s'attacher à l'âme, à la personne, à toute sa spiritualité. Pour les catholiques, ça sera le chemin de guérison dans la miséricorde de Dieu, dans une écoute sincère, authentique. On va se reconnecter avec son âme, se réconcilier, se pardonner. Et progressivement, dans cette réconciliation, en recevant un pardon, de qui vous voulez. Pour nous les chrétiens, ça sera de Dieu, mais de qui vous voulez. On pourra, en se pardonnant, en recevant un pardon intérieur, puisqu'on se culpabilise, eh bien on pourra renouer un contact avec son enfant qu'on n'a pas pu accueillir. On lui donnera un nom. Que de joie que de donner un nom à son enfant, où qu'il soit. Et à ce moment-là, on pourra recréer un lien d'amour et d'éternité vers l'infini. Donc c'est tout un chemin spirituel. Je ne veux pas non plus oublier toutes les intervenants dans le monde bénévole et dans la communion fraternelle que sont les associations avec qui j'ai eu l'occasion de travailler pour certaines patientes, pour la maman de Marie-Christella qui a suivi la vie de Rachel, mère de miséricorde. Donc c'est essentiel, ils font un travail remarquable pour compléter ce chemin de délivrance, d'amour, de consolation. Donc vous avez la prière évidemment, donc dans les associations de restauration, dans cette paix intérieure, dans le deuil de l'intimité de l'âme, et bien pour se reconnecter et se pardonner, se réconcilier, et bien il y a tous les chemins de consolation de la fraternité, mère de miséricorde. Merci Marie-Thérèse de m'avoir bien guidée là-dessus. Et aussi, je remercie Monique pour les week-ends de la vie de Rachel, qui m'a admirablement accompagnée pour la compréhension de tout ce qu'elle pouvait faire, de toute son équipe, hein, parce que ce sont que des équipes au service des âmes blessées, les mamans, les conjoints, les accompagnants, et puis toutes les associations, Agapa, la prière des mères, la communauté de consolation, les veilleurs et les chapelles de consolation, voilà, c'est énorme. C'est vraiment une approche multidimensionnelle sous la tendresse et l'infinité et la bonté de Dieu, mais notre bonté aussi, hein, on peut la développer, hein, pourquoi pas, c'est pas mal. Il faut aimer. Pour accompagner une femme qui souffre, il faut aimer la maternité, il faut peut-être un peu, et j'ose le dire, être comme Jésus, aimer la blessure, aller voir cette blessure pour la soigner, la penser, la consoler. C'est essentiel. Alors pour vous les mamans victimes d'un avortement, mais aussi de tous les symptômes séquelaires, douloureux, cela peut vous paraître un chemin de croix, oui, en quelque sorte, c'est un chemin de croix évidemment, mais vous l'emprunterez avec plus d'assurance et placerez alors votre espérance au cœur de vos ténèbres pour une consolation de votre âme meurtrie. Ce long, difficile et délicat cheminement vous mènera vers la guérison et la délivrance de tout ce qui vous a enchaîné. Vous aurez également la joie de vivre comme une renaissance de votre lien avec vos enfants, avec votre enfant ou vos enfants partis. Et tout cela grâce aux nombreuses ressources humaines
et de la divine providence, hein, donc le plus souvent dans cette providence qui chemine à vos côtés pas à pas. Et enfin au diapason de notre plus grand médecin, notre divin, Jésus-Christ pour les chrétiens, et par son amour rempli de miséricorde, eh bien, il pourra vous aider admirablement pour cheminer votre restauration, tant sur le plan médico-psychologique que spirituel, et en vous mettant les bonnes personnes au bon moment. Je vous remercie de votre écoute. Il faut garder le micro pour les questions. Merci. Merci. Je propose, on a 10 bonnes minutes. En attendant que les questions arrivent, il y en a déjà. bien. Donc juste pour démarrer, je me rappelle, on avait vu Grégor Pupin qui décrivait l'évolution du système législatif et juridique sous la forme un peu platonicienne. Des personnes qui sont, par exemple, dans les instances internationales, disent il y a l'esprit et la matière, c'est un instrument au service de l'esprit. On a plus de dignité si l'esprit a plus de pouvoir sur le corps, sur la matière. Là, ce qu'on a entendu ce soir, c'est que le corps parle à l'esprit, le corps agit sur l'esprit et sur l'âme. Et donc c'est intéressant comme témoignage, parce que finalement on s'aperçoit que le système législatif international, avec ce qu'on appelle les droits de l'homme, avec cette supériorité de l'esprit qui nie des réalités physiques, se trompe complètement. Et là, à travers ce problème particulier ce soir, eh bien, on s'aperçoit qu'ils ont tort. Voilà. Alors, on va laisser les questions. C'est toi qui l'ose. Donc, c'est moi. Alors, oula. Alors, on va commencer. Alors, première question. Non, en haut, y a-t-il un lien? Y a-t-il un lien? Y a-t-il un lien entre l'addictologie et l'avortement? Oui, monsieur Bernard et Marie-Thérèse Chevin, qui sont ici. Alors, voilà. Bonjour Marie-Thérèse, bonjour Bernard. Un lien entre les addictions. Vous savez, à partir du moment où on s'intéresse à l'addictologie, eh bien, il faut savoir qu'on va s'intéresser à tout ce qui peut être traumatique, douloureux, compliqué, soit en termes de facteurs favorisants, soit en termes de conséquences. Donc oui, parmi mes patientes, nombreuses ont eu recours, et j'en parle également dans mon livre, à l'alcool, pour calmer cette douleur indicible qu'est le traumatisme de l'avortement et d'avoir perdu une vie, oui. Mais il n'y a pas que l'avortement. Non, quand on rentre dans le domaine des addictions, on rentre dans le domaine de la souffrance. Et des liens entre souffrance et dans les deux sens, hein, et addiction. Alors, une question. Donc, une autre question. Donc, Madame Lecoufle, Monique Lecoufle, et les pères. Des liens entre addictologie et avortement ont-ils été observés pour eux? Des problèmes de stérilité l'ont été. Et les addictions? On parle de l'addiction à la pornographie, et la question est, est-ce qu'il y a d'autres addictions observées pour les pères? Bonsoir Monique, merci pour ta question. Je savais bien que tu m'en poserais une bien compliquée. C'est pas un piège que je te pose. Je sais. C'est juste parce que vraiment, nous voyons que c'est vrai que peu de papas font ces liens, mais il y a vraiment des hommes qui sont tellement touchés aussi bien sûr. par ce syndrome post-avortement. Et comme toi, tu es addictologue, en plus, c'est vraiment précieux parce qu'il y a certainement des liens profonds, parfois tout à fait enfouis, encore plus que chez les femmes. Et voilà, et comme tu as une telle sensibilité, tu as approfondi beaucoup de choses, je me permettais de poser la question, parce que je pense que c'est important pour tout le monde d'être conscient à quel point il y a chez l'homme aussi, pas toujours et pas tout de suite, mais des résonances très profondes. Et tu es tellement sensible que je pense que tu as forcément eu quelques petites résonances. Là. Tu sais, ta réflexion est importante. J'ai accompagné peu d'hommes.
dans mon livre, j'en parle et il est clair que autant certains préfèrent fuir la situation pour diverses raisons, sans jugement, ou s'échapper de cette situation. Voilà. Puis d'autres sont amenés à en souffrir parce qu'ils n'ont pas été inclus dans cette maternité. On n'a pas reconnu en eux leur droit d'être père. D'autres vivent en même temps que la femme, presque autant. Il y a des chiffres importants que j'ai répertoriés, où des hommes peuvent vivre aussi la détresse de la femme, des douleurs, des souffrances, du chagrin. Je pense à Joël qui nous a quittés au mois de janvier, qui a écrit un livre qui est dans mon livre, je l'ai cité, et qui a pleuré. Il dit j'ai pleuré comme une madeleine, c'était affreux. Alors, concernant, oui. Et c'était certainement à la source de sa rencontre, d'ailleurs, de son cheminement de juif devenu chrétien. Ouais. Cet avortement. Alors, la question que tu me poses concernant le lien avec les addictions, j'ai pas vu d'études, mais je remarque que des hommes en ont parlé. J'ai le témoignage d'un de mes patients qui a été affecté par l'avortement, mais très longtemps après. Et quand je retrace un peu son histoire dans ma mémoire, il semblerait que les choses se soient aggravées après cet avortement. Et on a senti le regret, l'amertume le rejoindre. Donc possible, c'est possiblement... oui, c'est possible. Maintenant, il n'y a pas d'études, donc je n'ai pas le droit d'affirmer quelque chose sans preuve. Hein. Tout ce que j'ai avancé ce soir, c'est tiré de nombreuses études et de mon expérience personnelle. Ce n'est pas à partir de quelques patients que je pourrais déduire. Mais on peut le supposer. Si l'homme a été blessé, de quelque manière que ce soit, bien sûr qu'il peut l'exprimer au travers des addictions, au travers de la peine, au travers d'un repli, au travers de difficultés de couple. Oui, bien sûr. On ne sort jamais indemne de traumatisme, quel qu'il soit. Après, le tout, c'est comment faire face, comment développer sa résilience au niveau médico-psychologique ou son espérance au niveau spirituel. Il faut les accompagner. Et je le dis bien, et on ne s'en préoccupe pas assez, les papas. Et puis, j'ai même vu des pères qui ne se souciaient pas de la situation et qui, au fond d'eux, étaient malheureux. On ne sait pas ce qui se passe dans l'intériorité d'un homme. Voilà, j'ai terminé la réponse. C'est une question. Non, c'est une question. Merci. Au revoir, Monique. Merci. J'avais une question d'abord vous remercier. J'ai trouvé vraiment très très intéressant tout votre exposé, toute votre conférence. Je retiens une chose, mais que malheureusement je savais, que la douleur est absolument indicible pour les femmes qui acceptent de prendre conscience de ce drame qu'elles ont connu, qu'elles ont un peu provoqué. Et je pense depuis des années que, et j'aimerais comprendre pourquoi ces femmes-là, après, n'essayent pas de témoigner. Et je comprends que c'est très difficile, et j'aimerais comprendre pourquoi très peu de femmes, pour pas dire ça se compte sur les doigts d'une main, acceptent de décrire ce qu'elles souffrent ou ce qu'elles ont souffert, de ce qu'elles ont vu, parfois aussi des chemins de guérison extraordinaires, comme vous dites, de façon à permettre aux autres femmes de ne pas vivre ça. Et pour moi, c'est un peu un mystère depuis des années, parce que maintenant, c'est des millions de femmes qui ont connu ça. Sur les millions qui ont avorté, il y en a sûrement des centaines de mille qui ont souffert tout ce que vous avez décrit. Et j'aimerais comprendre pourquoi elles en tournent mal, pourquoi à la limite elles ne se retournent pas vers l'État, leur dire mais attendez, vous m'avez expliqué quand j'étais jeune que c'était extraordinaire, que j'avais acquis un droit de haute lutte, etc. Et en fait, pas du tout. Voilà. Je ne sais pas si je suis clair dans ma question. J'ai la réponse. Je me retiens. Excellente question. On dit souvent qui a bu boira, qui a souffert souffrira. Pop, 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 pop. Qui a souffert de l'avortement ne veut plus souffrir de l'avortement. Et parler de son avortement, c'est bien quand on est dans un chemin de guérison. Mais parler de l'avortement quand on a soi-même souffert pour aider l'autre, c'est une sacrée preuve de courage. Parce que il faut que le chemin de guérison soit bien costaud. Il faut vraiment qu'elle soit libérée. Et il ne faut pas qu'elle ait peur. Parce qu'elle repassera par les douleurs pendant un certain temps. Elle revivra.
Elle revivra les douleurs qu'elle sera capable de vivre pour certaines, tous les avortements de la Terre. Accompagner, c'est se remettre. Comme disait Bernanos, comprendre la douleur de l'autre, c'est l'accueillir, c'est l'apprendre. C'est le genre de douleur qu'on ne veut pas revivre deux fois. Donc après, elles se protègent, elles ont envie d'une belle vie heureuse. Alors si elles ont fait une quasi-totale libération, oui, mais il faut que leur vie soit bien équilibrée, etc. Mais ça bouscule, hein. Ça bouscule, elles peuvent avoir peur de revivre leur propre avortement. Il faut vraiment avoir sacrément épuré. Il faut être allé loin dans la souffrance et cette épuration. Donc elles veulent être tranquilles. Et ça s'entend. Et puis peut-être qu'elles ne se sentent pas à la mission. C'est pas donné à tout le monde d'aller protéger les femmes blessées. Et vraiment, moi, si je me permettais de faire je ne sais pas si le mot reproche est adapté parce que j'aime pas l'affrontement. Moi, je préfère guérir et accompagner. Quand on commence à prôner un intérêt pour un acte, il faut pouvoir accepter aussi qu'on puisse prôner l'intérêt de femmes qui en souffrent. Est-ce que notre société aide suffisamment à soulager, qu'on laisse la parole à tout le monde, qu'on laisse la parole à ces femmes ce sont elles qui ont le plus de mal à parler, qui sont dans la retenue, dans ce silence, dans cette culpabilité. Est-ce qu'on leur laisse tant la possibilité de déposer? Ça commence. Et grâce à qui? Aux associations. Mère de Miséricorde, Ville de Rachel et toutes les autres. Réseau Vie. Je suis admirative de voir qu'à Lyon se monte un groupe de parole. Bravo à Lyon. C'est important. On a quand même le droit d'aider ces femmes à venir déposer. Ce qui leur a coûté très cher en termes d'homéostasie, de bonheur, d'équilibre, de plénitude et de sérénité. La société doit entendre ça, qu'elle nous entende. Si vous autorisez que l'avortement se fasse, acceptez de voir les conséquences et d'aider ces femmes qui souffrent. Et il y en a beaucoup plus que vous ne le croyez. Allez sur les forums. Allez vous mettre assises pendant des heures entières auprès de cette femme pour accueillir tout ce qu'elles ont à dire. Et je peux vous dire qu'elles en ont à déposer. C'est une question d'écoute humaine, pas une écoute politique ou économique. On va finir par une dernière question. Oui, la dernière question, parce qu'on a un peu dépassé l'horaire, donc on va essayer de tenir. Donc, est-ce qu'il y a une dernière question? Est-ce qu'on a pris toutes celles qui étaient... Voilà, donc s'il n'y a pas de dernière question, ça signifie qu'il y a beaucoup de choses qui réfléchissent. Ce qu'on peut recommander, c'est de se procurer le livre de Pascal. On rappelle le titre, hein, vous le voyez, Maternité blessée, même si vous le voyez à l'envers, vous l'avez sur votre écran. Guérison et renaissance du bien-être enfant après un avortement. Voilà, mais la suite ne se lit pas très bien sur l'écran. Voilà, donc on retrouvera le livre. Donc, oui. Pardon. Sachant que toute personne qui achète le livre, elle aura la possibilité d'essayer de me contacter d'une manière ou d'une autre, en passant par Réseau Vie, bien évidemment. J'ai la possibilité aussi d'accueillir les témoignages pour, si elles ressentent le besoin, pour les retransmettre ou les mettre dans mon prochain livre ou aider ces personnes, enfin en fonction de ce qu'elles souhaitent. Et là aussi, si elles souhaitent déposer leur témoignage et avoir certaines réponses ou être tout simplement guidées, entendues, eh bien qu'elles contactent encore le Réseau Vie. Et je remercie infiniment tous les membres du Réseau Vie de m'avoir accueilli ce soir. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Et vraiment merci.
Recording.